sorry for what happened earlier, but can't do life in prison. 12022.53D, this is the Lieutenant Colonel. Imaginez, vous êtes à une fête universitaire, entouré de centaines d'étudiants, la musique bat son plein, et soudain, des coups de feu éclatent dans la foule. En quelques secondes, la joie se transforme en terreur. Cette nuit du 22 juillet 2012, un jeune homme du nom de Brandon Spencer va plonger tout un quartier de Los Angeles dans le chaos. Mais ce qui s'est passé ensuite, au tribunal, a choqué l'Amérique entière. Avant de plonger dans cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des récits les plus marquants de l'univers du true crime. C'était l'été 2012, à Los Angeles. Comme souvent dans ce quartier animé proche de l'Université de Californie du Sud, l'ambiance était à la fête. Ce 22 juillet, l'Association des étudiants noirs avait organisé une grande soirée qui avait attiré près de 400 jeunes. La musique vibrait, les rires fusaient, des groupes d'amis dansaient et discutaient dans la chaleur de la nuit. Pour beaucoup, c'était une parenthèse joyeuse, un moment de liberté avant la reprise des cours ou du travail. Mais au milieu de cette foule insouciante, un homme se tenait à l'écart. Son nom, Brandon Spencer, 19 ans à l'époque. Il n'était pas étudiant à l'USC, et il n'était pas venu pour s'amuser. Selon plusieurs témoins, il était accompagné de membres de son gang, les Over Criminals, connus pour leur rivalité sanglante à Los Angeles. Et ce soir-là, Spencer n'était pas simplement un invité indésirable, il était en mission. À l'extérieur de la fête, 4 jeunes se trouvaient regroupés, sans se douter du drame qui allait suivre. Spencer les aperçoit. Le temps d'un instant, les regards se croisent. Puis, sans hésiter, il sort une arme. Le silence de la nuit est brisé par une série de détonations. La scène vire au cauchemar. Andrés Nuné, 22 ans, s'écroule, une balle logée dans son cou. Daniel Sanchez, seulement 20 ans, est frappé en pleine tête. Christian Aguilar, du même âge, hurle de douleur, touché à la jambe. Julio Herrera, 19 ans, s'effondre à son tour, la balle lui déchirant l'épaule. Autour d'eux, c'est la panique. Des cris résonnent, des dizaines de jeunes se mettent à courir dans toutes les directions. Certains trébuchent, d'autres se cachent derrière des voitures ou des murets. La musique s'arrête brutalement, remplacée par les pleurs, les sirènes et le chaos. Le plus terrifiant, c'est que aucune des victimes n'était membre de l'USC. Ce n'étaient pas des étudiants de cette université prestigieuse, mais de simples jeunes qui voulaient profiter d'une soirée. En quelques secondes, leur vie a basculé. Spencer, lui, prend la fuite. Son arme encore chaude à la main, il disparaît dans la nuit de Los Angeles. Mais derrière lui, il laisse une scène de terreur absolue. Un quartier entier réveillé par les cris, un campus en état de choc, et des victimes entre la vie et la mort. Cette nuit-là, la fête censée être un moment de joie s'est transformée en champ de bataille. Les balles tirées par Brandon Spencer n'ont pas seulement touché 4 corps, elles ont frappé toute une communauté, réveillant de vieux démons liés à la violence des gangs et à la peur quotidienne qui gangrène Los Angeles depuis des décennies. Dans les heures qui suivent la fusillade, Los Angeles se réveille sous le choc. Les sirènes résonnent dans les rues autour de l'USC, les policiers bouclent le campus et ferment plusieurs routes avoisinantes. Des centaines de jeunes, encore tremblants, sont évacués de la zone. Beaucoup ont les larmes aux yeux, d'autres restent figés, incapables de parler. Les médias locaux se précipitent sur place, captant les images d'une fête qui s'est muée en cauchemar. Très vite, la police de Los Angeles se met en chasse. L'affaire est trop grave. 4 jeunes gravement blessés, dont certains entre la vie et la mort, et un campus prestigieux plongé dans la peur. Les enquêteurs n'ont pas le droit à l'erreur. Ils commencent par interroger les témoins. Plusieurs étudiants disent avoir vu un jeune homme tirer, un visage qui leur semble familier dans le quartier, Brandon Spencer. Le nom circule rapidement. D'autres mentionnent la présence d'individus liés au Over Criminals, un gang redouté pour ses rivalités. Ces témoignages, encore confus, orientent déjà les soupçons. Puis, un élément décisif apparaît. Les enquêteurs mettent la main sur une arme abandonnée, un pistolet semi-automatique. L'arme est envoyée immédiatement en laboratoire pour analyse balistique. Résultat, c'est bien celle qui a craché les balles lors de la fusillade. Et plus troublant encore, le numéro de série du pistolet mène directement à Spencer. L'étau se resserre. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard, un autre témoignage vient alourdir le dossier.
En détention provisoire, Brandon aurait confié à ses codétenus qu'il était bien le tireur. Pire encore, il aurait présenté la fusillade comme une simple affaire de gang, presque comme un trophée. Ces paroles, rapportées aux autorités, confirment ce que la police soupçonnait déjà. Il ne s'agit pas d'un acte isolé, mais d'un règlement de compte qui a frappé aveuglément des innocents. Face à ces preuves, la police n'attend pas. Brandon Spencer est arrêté quelques semaines plus tard. L'opération se déroule sans incident, mais dans le quartier, la tension est palpable. Certains voient en lui un criminel qui doit payer pour ses actes, d'autres murmurent qu'il est une cible facile parce qu'il est jeune, noir, et déjà associé à un gang. Les preuves matérielles, l'arme, le numéro de série, les témoignages dessinent un portrait accablant. Et pourtant, malgré le poids des accusations, Brandon reste sûr de lui. Dans les premiers interrogatoires, il nie fermement être le tireur. Il affirme qu'il s'agit d'une erreur, qu'il est victime d'un piège. À ses yeux, sa jeunesse et son appartenance supposée à un gang ne suffisent pas à le condamner. Mais pour les enquêteurs, le doute est mince. Ils ont un nom, une arme, des témoins et même des confidences compromettantes. La machine judiciaire est en marche, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Cette nuit de juillet ne s'est pas seulement terminée dans le sang. Elle a aussi ouvert la voie à une enquête implacable, où chaque preuve rapprochait un peu plus Brandon Spencer de son destin. En 2013, après des mois d'attente et de préparation, l'affaire Brandon Spencer arrive enfin devant le tribunal de Los Angeles. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est lourde, presque étouffante. À la barre se joue bien plus qu'un simple procès. C'est l'avenir d'un jeune homme de 19 ans, mais aussi la confiance d'une communauté traumatisée par une nuit de violence insensée. Les procureurs ouvrent les hostilités. Ils décrivent avec précision la scène du drame. Un jeune homme qui, en pleine fête, sort une arme et tire à plusieurs reprises sur des rivaux présumés, sans se soucier des dizaines d'innocents autour. Pour eux, c'est un acte de pure brutalité, un geste prémédité, motivé par les codes impitoyables d'un gang. Le message est clair. Brandon Spencer n'est pas une victime des circonstances, mais un danger pour la société et ses puissants donateurs. Il insiste sur un point. Rien ne prouve formellement que Brandon était le tireur. Il parle de méprise, d'erreur d'identité, de précipitation judiciaire. Puis vient le moment où la famille prend la parole. Le père de Brandon, James Spencer, est particulièrement vocal. Pour lui, son fils n'est pas un criminel mais un jeune homme intelligent, avec un avenir devant lui. Il rappelle qu'il suivait une formation d'ambulancier à UCLA, qu'il travaillait comme agent de sécurité et qu'il avait des projets. Il accuse le système de racisme. Selon lui, si Brandon est dans le box des accusés, c'est parce qu'il est noir, parce qu'il vient d'un quartier difficile et parce qu'il est trop simple de l'associer à un gang. Dans la salle, chaque phrase crée des réactions. Les familles des victimes secouent la tête, certaines éclatent en larmes. Les proches de Brandon, eux, acquiescent, persuadés qu'il est injustement ciblé. La tension est telle qu'il suffit d'un mot de trop pour que la salle s'embrase. Brandon, lui, reste calme, presque froid. Parfois, il esquisse un sourire discret, comme s'il était sûr que le jury finirait par voir les choses de son côté. Son attitude dérange. Pour certains, il traduit de l'arrogance, pour d'autres une confiance sincère en son innocence. Les jours passent, rythmés par les plaidoiries, les témoignages et les preuves qui s'accumulent. Le procès ressemble à une bataille où chaque camp joue sa survie. Les procureurs veulent une condamnation exemplaire pour envoyer un message contre la violence des gangs, tandis que la défense tente de sauver l'image d'un jeune homme qu'elle présente comme un étudiant prometteur pris dans une tragédie qu'il n'a pas causée. Mais derrière les arguments juridiques, une réalité demeure. 4 jeunes blessés à vie, une communauté marquée, et un accusé dont l'avenir se joue à chaque mot prononcé. Le tribunal devient un théâtre où se mêlent douleur, colère, peur et espoir. Et plus les jours avancent, plus il devient évident que ce procès ne laissera personne indemne. Au fil des audiences, les procureurs sortent leur arsenal. Ils savent que l'affaire repose sur des fondations fragiles. Il n'y a pas d'empreinte digitale sur l'arme retrouvée, et Brandon nie farouchement toute implication. Mais ce qu'ils ont, ce sont des témoins, et une série de preuves qui, mises bout à bout, dressent un tableau difficile à ignorer. 3 jeunes hommes sont appelés à la barre. Tous affirment avoir vu Brandon Spencer tirer ce soir-là. Leur voix tremble parfois, les souvenirs sont flous, mais un détail revient sans cesse. Le visage de Brandon, son geste rapide, le pistolet pointé, et les coups de feu qui éclatent dans la nuit. Pourtant, la défense s'accroche à chaque contradiction, chaque hésitation. Elle souligne que les témoins étaient sous le choc, que leurs versions ne sont pas parfaitement identiques,
et qu'un détail mal interprété peut suffire à briser une vie. Mais les procureurs ont plus que des témoignages. Ils présentent une chemise rouge retrouvée près de la scène du crime. Sur ce vêtement, les analyses ADN ne laissent aucun doute. Il appartient à Brandon Spencer. Pour l'accusation, c'est un symbole. Porteur le rouge, c'est afficher son appartenance au revers criminel, et ce soir-là, ce signe d'allégeance aurait coûté cher. Brandon, appelé à s'expliquer, tente de se défendre. Il affirme qu'il a retiré sa chemise précisément pour éviter d'être associé à un gang ce soir-là. Mais ses paroles sonnent creux face aux preuves. Les procureurs dévoilent aussi des tweets extraits de son téléphone, des messages qui le relient directement aux activités du gang. Des phrases qui évoquent des rivalités, des menaces à peine voilées. Autant d'éléments qui, pour le jury, viennent nourrir l'image d'un jeune homme plongé dans un univers de violence et de représailles. Et puis, il y a ce détail glaçant, les confidences rapportées par ses anciens codétenus. Selon eux, Brandon s'est vanté d'avoir tiré, affirmant que c'était une affaire de gang, presque comme si c'était une médaille à porter. Pour l'accusation, c'est la pièce manquante du puzzle. Non seulement il a tiré, mais il l'a revendiqué. La défense, de son côté, redouble d'efforts pour semer le doute. Elle insiste, pas d'empreinte sur l'arme, pas de vidéo claire de la fusillade, seulement des témoignages fragiles et des interprétations. L'avocat martèle que tout cela pourrait être une erreur, une volonté trop pressée de clore une affaire qui a terni l'image de l'université et scandalisé l'opinion publique. Mais au fil des jours, l'impression qui se dégage est implacable. Même si certaines zones d'ombre subsistent, la balance semble pencher dangereusement contre Brandon. Les jurés, attentifs, prennent des notes, observent chaque réaction de l'accusé. Et chaque preuve déposée sur la table vient alourdir un peu plus le poids qui pèse sur ses épaules. Dans la salle, les familles des victimes écoutent, bouleversées. Chacune de ces preuves ravive le traumatisme de cette nuit. Pour elles, il ne s'agit pas seulement de convaincre un jury, mais de donner un sens à leur douleur, d'obtenir justice pour ce qu'elles ont perdu. À mesure que les témoignages s'enchaînent, une certitude grandit. L'issue du procès sera déterminée par ce fragile équilibre entre les incohérences relevées par la défense et l'accumulation des preuves accablantes de l'accusation. Et dans cette tension insoutenable, la figure de Brandon Spencer oscille entre deux images, celle d'un jeune homme piégé par un système injuste, et celle d'un tireur sans pitié qui a brisé 4 vies en quelques secondes. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est irrespirable. Après des semaines de procès, de débats enflammés et de témoignages parfois insoutenables, le moment tant redouté arrive enfin. Le jury a délibéré. Chacun se redresse sur son siège, le silence est total, presque pesant, comme si le temps s'était arrêté. Les jurés entrent un à un, leur visage fermé laissant deviner que la décision est lourde. Le président du jury prend la parole. Ses mots tombent avec une froideur implacable. Coupable. À cet instant, un choc traverse la salle. Les proches de la victime s'effondrent en sanglots, étreints par un mélange de douleur et de soulagement. De l'autre côté, la famille de Brandon semble anéantie, comme si le sol s'était dérobé sous leurs pieds. Mais c'est la réaction de Brandon qui glace tout le monde. Lui qui, pendant des semaines, a tenté de garder une façade, craque brutalement. Ses épaules tremblent, les larmes coulent sans retenue. Sa voix se brise lorsqu'il répète, presque comme une supplique. « Ce n'est pas moi, je vous jure, ce n'est pas moi ». Ces mots résonnent dans la salle, mais personne ne répond. Pour le jury, pour le juge, pour une grande partie de l'opinion, la vérité est déjà scellée. Brandon est reconnu coupable. Le juge énonce alors la sentence. Les termes sont précis, fermes, définitifs. Chaque mot prononcé résonne comme un coup de marteau. Brandon baisse la tête, ses mains crispées tremblant sur la table, incapable de contenir ses sanglots. À cet instant, il n'est plus l'homme accusé avec froideur, mais un être brisé, englouti par le poids d'un verdict qu'il refuse toujours d'endosser. Sa chute est totale. En une nuit, en un procès, sa vie a basculé dans l'irréversible. Pour lui, il ne reste plus que les murs d'une cellule et le silence étouffant de ses regrets. Et pour les proches de la victime, un sentiment amer. La justice a parlé, mais rien, jamais, ne ramènera l'être aimé. Quand le verdict est tombé, tout semblait terminé. Mais en réalité, ce n'était que le début d'une nouvelle souffrance, une onde de choc qui allait continuer de se propager bien au-delà de la salle d'audience. D'abord, il y a la famille de la victime. Pour eux, la condamnation de Brandon a été perçue comme une forme de justice, mais pas comme une délivrance.
Rien ne pouvait combler le vide laissé par la perte d'un être aimé. Chaque anniversaire, chaque souvenir partagé devient un rappel cruel de ce qui a été brisé. Certains proches trouvent un peu de réconfort dans le fait que le coupable ait été puni, mais d'autres restent hantés par une douleur qu'aucune peine ne peut effacer. C'est comme vivre avec une cicatrice béante, visible ou non, qui ne se refermera jamais. Ensuite, il y a la famille de Brandon. Pour eux, le cauchemar a pris une autre forme. Voir leur fils, leur frère, emmené en larmes, clamant son innocence, a été un déchirement insoutenable. Certains refusent de croire qu'il ait pu commettre un tel acte, d'autres vacillent entre le doute et la honte. Leur vie est désormais marquée par le regard des autres, des amis qui s'éloignent, des voisins qui chuchotent, des liens qui se brisent sous le poids de la honte sociale. Pour eux aussi, c'est une condamnation invisible, une peine à perpétuité en dehors des barreaux. Et puis, il y a Brandon lui-même. Une fois les portes de la prison refermées, il ne reste plus que le silence et ses propres pensées. Sa vie bascule dans une routine glaciale faite de murs gris, de surveillance constante et de solitude. Ses larmes au verdict ne l'ont pas sauvé, et ses protestations d'innocence se perdent désormais dans l'écho des couloirs d'une cellule. Chaque jour devient une lutte entre survivre et s'effondrer. Qu'il soit coupable ou non, une vérité demeure, son destin est brisé à jamais. Enfin, la communauté entière reste marquée par cette affaire. Dans le voisinage, dans les médias, dans les discussions, cette histoire est devenue une cicatrice collective. Les habitants se rappellent la nuit du drame comme d'un tournant, une rupture avec le sentiment de sécurité qu'ils croyaient avoir. Les familles qui se connaissaient se regardent désormais avec méfiance. Cette affaire a révélé le pire de l'âme humaine, la violence, la peur et les conséquences dévastatrices qui détruisent des vies entières. Ce drame n'a pas seulement ôté une vie, il en a fracassé des dizaines d'autres. Et même si les juges ont rendu leur décision, la vérité reste la même. Il n'y a pas de vainqueur dans une telle tragédie. Seulement des vies brisées, des âmes marquées à jamais, et un silence douloureux qui continue de peser sur tous ceux qui ont croisé cette histoire. L'histoire de Brandon Spencer n'a pas seulement marqué ceux qui étaient présents ce soir-là. Elle a laissé derrière elle un héritage douloureux et un débat qui continue encore aujourd'hui, bien des années après les faits. D'un côté, il y a ceux qui voient en Brandon l'image crue de la violence des gangs à Los Angeles. Pour eux, cette affaire n'est pas un accident isolé, mais le reflet d'un système plus large, où la jeunesse est aspirée par la rue, les rivalités et les armes. Son geste, brutal et irréfléchi, est perçu comme un avertissement. Voilà où mène la spirale des gangs, voilà ce que cela coûte à toute une communauté. Les partisans de cette vision rappellent que 4 jeunes innocents ont failli perdre la vie, et que leur souffrance ne doit pas être oubliée. Pour eux, la justice a parlé, et elle devait frapper fort, car il s'agissait aussi d'envoyer un message à tous ceux qui pensent que la violence est une solution. Mais de l'autre côté, certains continuent de défendre Brandon. Pour eux, il est un symbole d'une justice imparfaite, d'un système biaisé, où un jeune homme noir peut être rapidement catalogué comme coupable. Sa famille a toujours clamé qu'il n'était pas un simple gang-banger, mais un étudiant, un fils, un frère qui avait des ambitions. Il souligne les zones d'ombre du procès, les témoignages contradictoires, les preuves indirectes. Pour eux, le comportement de Brandon au moment du verdict, ses cris, ses larmes, ses coups de tête contre la table n'étaient pas ceux d'un criminel froid, mais d'un jeune désespéré qui voyait sa vie s'effondrer pour un crime qu'il dit ne pas avoir commis. Cette dualité nourrit encore aujourd'hui un débat passionné. Était-il un dangereux tireur qui a brisé des vies, ou un bouc émissaire sacrifié pour apaiser l'opinion publique et l'université USC, soucieuse de son image après une série de drames sur son campus? Au-delà de Brandon, ce débat met en lumière des questions plus profondes. La place de la jeunesse noire dans le système judiciaire américain, le poids du racisme, l'influence des gangs, et la manière dont les erreurs de jeunesse sont jugées. Faut-il condamner à vie un jeune homme de 19 ans? Ou faut-il chercher à comprendre le contexte qui l'a façonné? Faut-il croire à la rédemption? Ou protéger la société à tout prix? Aujourd'hui, Brandon Spencer purge toujours sa peine. Certains militent pour sa libération, d'autres espèrent qu'il ne retrouvera jamais la liberté. Mais une chose est certaine, cette affaire a divisé, et elle divise encore. Et c'est peut-être là l'héritage le plus cruel de ce drame. Une vérité qui n'appartient à personne, un fossé entre la justice et la perception, et des cicatrices que ni le temps, ni les débats, ne pourront effacer. Si cette histoire vous a tenu en haleine et que vous voulez découvrir d'autres récits aussi captivants de crimes réels, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, nous plongeons au cœur d'affaires qui ont marqué les esprits et qui révèlent des vérités parfois bouleversantes.
Cliquez sur s'abonner et rejoignez notre communauté pour continuer à explorer ces histoires avec nous. Et n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Selon vous, Brandon Spencer était-il coupable ou victime d'un système injuste ?